Merci à vous d'écouter vos animaux. Effectivement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h et aux alentours de 10h45, nous serons en direct avec la vétérinaire de Saint-Martin-Vésubie qui nous racontera l'immense chaîne de solidarité mise en place pour aider les animaux et les propriétaires de ces animaux dans les vallées sinistrées des Alpes-Maritimes. Et puis d'ici quelques minutes, nous vous parlerons d'une belle histoire, celle du relâcher des bouquetins ibériques dans les Pyrénées, côté français bien sûr. Mais tout de suite, c'est notre question veto. Sud Radio Vos Animaux. Question veto. Et c'est Anne-Marie qui est en ligne avec nous. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Je vous écoute Anne-Marie. Alors moi j'ai une chienne coupée border collie berger et qui a 13 ans, très bien, très prochainement. Oui. Elle a tendance, elle a pris 2 kilos, j'ai beau tout essayer, elle perd pas ses 2 kilos de trop. Elle a tendance par moment à halter. Alors bon, cet été il faisait très chaud, c'était normal. Bien sûr. Bon là elle le fait moins, mais ça lui arrive encore. Alors je ne sais pas du tout, je ne sais pas au niveau nourriture, complément alimentaire, ce qu'il faut faire aussi pour faciliter, disons, sa vieillesse. Mhm. Et puis ses articulations, tout ça, enfin voilà, je suis un peu embêtée quoi. Alors effectivement, quand nos animaux vieillissent, et là il s'agit en l'occurrence d'un chien, il y a un certain nombre de précautions que l'on peut prendre pour les aider à vivre le plus longtemps possible dans de bonnes conditions. Vous avez soulevé un point très important Anne-Marie, c'est l'embonpoint de nos animaux. Oui. Quand ils sont un peu trop grassouillés, ce n'est pas très bon pour eux, pour leur santé, pour leur longévité. Donc idéalement, il faut éviter qu'ils prennent trop de poids, et lorsqu'il y a quelques kilos en trop, ce qui semble être le cas dans le cas de votre border collie, c'est parfois difficile de les faire maigrir, mais en tout cas il faut peut-être revoir l'alimentation. Qu'est-ce que vous lui donnez à manger Anne-Marie ? Eh bien, moi, je lui donne, je lui donne, ça s'appelle Affinity Ultima. D'accord, donc ce sont des aliments industriels qui sont en l'occurrence des aliments de qualité. Donc ça, c'est très bien. Il faut toujours choisir une gamme de produits qui correspondent à l'âge de votre animal. Quand vous avez un chiot qui est en croissance, il faut lui donner des aliments pour chiot en croissance. Quand on a un senior, ce qui est votre cas, il faut lui donner un aliment pour chien âgé. À partir du moment où vous lui donnez un aliment industriel de bonne qualité, pas forcément besoin d'aller l'acheter chez le vétérinaire. En grande surface, on peut trouver des aliments industriels de bonne qualité. Vous n'avez pas besoin de donner de compléments alimentaires dès l'instant que vous avez choisi l'aliment qui correspond à l'âge de votre animal. Donc voilà, faut aller vers un produit pour chien senior. Et il faut céréales ou sans céréales ? Écoutez, si elle n'a pas de problème de digestion, il y a des céréales dans la plupart des produits et ça ne pose pas de soucis majeurs, sauf si vous avez remarqué qu'elle avait des problèmes de digestion, de sel un peu molle, auquel cas il faudrait voir avec votre vétérinaire. Mais si à ce niveau-là tout va bien, vous pouvez conserver bien sûr les céréales à l'intérieur. Quelquefois, je lui donne aussi des haricots verts, des carottes. Alors c'est bien, mais peut-être qu'il ne faut pas lui donner trop de choses en complément de sa ration. Tout ce qui est grignotage à côté de la ration va... Non, c'est pas en grignotage, hein, c'est l'ensemble. Hein, je conserve la ration, oui. Alors, il faut éviter de rapporter en fait des calories supplémentaires, même si les haricots verts ne sont pas très riches en calories, c'est plutôt riche en fibres. Les carottes, en revanche, sont relativement riches en calories, puisque les carottes, ça va apporter du sucre, hein, c'est de l'énergie, la carotte. Donc, évitez. Ou alors, il faut passer à une ration ménagère, mais là, c'est beaucoup plus compliqué à faire de manière équilibrée. Moi, ce que je vous conseille dans votre cas, c'est de rester sur les aliments industriels. Ensuite, il faut veiller pour qu'elle vive longtemps en bonne santé, il faut veiller à l'entretien de ses dents et notamment au détartrage régulier. Là, justement, elle l'a jamais eu. Et là, maintenant, le vétérinaire me dit que à son âge, c'est dangereux parce qu'il faut faire une anesthésie. Alors, il m'a donné un produit en poudre et en liquide à mettre dans sa nourriture ou dans son eau, selon.
En fait, ça dépend de l'état de ses dents. S'il y a vraiment beaucoup de tartre, il serait peut-être bon de faire une anesthésie, sauf si votre vétérinaire a remarqué vraiment une contre-indication notable, un problème cardiaque par exemple, auquel cas on ne prend pas ce risque. Oui. Si elle est simplement âgée, mais sans contre-indication, à une petite anesthésie très rapide pour un détartrage et pas une anesthésie très profonde, moi je vous conseillerais de ne pas laisser aller le tartre sur les dents parce que de toute façon ça amène forcément à des problèmes derrière. Et puis il est aussi important de continuer la vaccination tout au long de la vie de son animal, même et surtout d'ailleurs, devrais-je dire, sur un animal vieillissant. Enfin, un dernier conseil, Anne-Marie, c'est de conserver l'exercice pour votre animal. Oui, voilà, elle marche. De toute façon, moi-même qui ai de l'arthrose et une sciatique chronique, on marche. Mais c'est très bien. Elle va beaucoup moins loin. Elle va peut-être ça, c'est normal. Voilà. C'est normal qu'elle aille moins loin, mais c'est important de conserver un exercice régulier et très modéré, adapté à ce que votre chienne est capable de faire, parce que l'exercice va d'abord limiter sa prise de poids. Vous voyez, sinon on tombe dans un cercle vicieux où l'animal ne se déplace plus, donc il prend du poids, puis plus il prend du poids, moins il aura envie de se déplacer, plus il aura d'arthrose. Donc il faut vraiment essayer de faire perdurer l'exercice le plus longtemps possible. Et enfin, un dernier conseil, Anne-Marie, c'est si vous trouvez à côté de chez vous un vétérinaire qui le fait, c'est de recourir à l'acupuncture, notamment en cette période de l'année. Oui, mais il n'y a rien ici. Je suis dans un truc paumé où les vétérinaires d'ailleurs sont zéro. Là, l'autre chose, c'est pour un chat accidenté. Je suis allée à Biarritz, dans une grande clinique. Et malheureusement, n'ayant pas de voiture, mais je pense que je vais demander à quelqu'un de m'emmener en voiture là-bas pour la chienne. Parce que ici ils sont zéro. Ça, écoutez, je ne suis pas à même d'en juger et ce n'est pas mon rôle, mais en tout cas, pour tous les auditeurs qui nous écoutent, c'est vrai que le recours à l'acupuncture chez les animaux, ça marche très bien chez les chiens, même chez les chats. L'ostéopathie. Et l'ostéopathie aussi, mais ce ne sont pas les mêmes indications, tout à fait. Mais les deux peuvent être utilisés et ça peut vraiment apporter un confort à l'animal vieillissant en prévention des maladies. Ça ne soigne pas, mais en prévention. Parce que pour l'arthrose, contre l'arthrose, pour la soulager, parce qu'elle doit souffrir comme nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça peut aider. Il n'y a pas de remède miracle pour l'arthrose. C'est un ensemble de petites mesures. Ça peut aider. On peut aussi, en étant très vigilant au maintien d'exercice et au contrôle du poids, apporter un confort. Et puis, dans la phase ultime, on prend des médicaments, mais les médicaments sont aussi avec des effets secondaires, donc il faut juger de l'opportunité ou pas de prendre des médicaments anti-arthrosiques. Et ça, c'est votre vétérinaire. Anti-inflammatoire et ça lui a fait beaucoup d'effets, mais c'était maximum 5 jours. Et il m'en propose un autre qu'elle pourrait prendre à vie. Ça me semble bizarre. Mais non, il y a des médicaments qui peuvent être utilisés sur le long cours, mais ça, c'est votre vétérinaire qui, en fonction de l'état de votre animal, pourra juger. Voilà, Anne-Marie. Au niveau des vaccins, moi, j'ai arrêté de vacciner. Il faut continuer, il faut absolument continuer. Mais ça fait longtemps, je l'ai vacciné jusqu'à l'âge de 2 ans et après j'ai arrêté. Ce serait bien de reprendre. De tout reprendre, on peut même à son âge. Oui, bien sûr, Anne-Marie. Écoutez, merci. Merci à vous, on vous souhaite un excellent week-end. Allez tout de suite. Merci beaucoup et vous aussi à tous. Merci Anne-Marie. Notre séquence à l'état sauvage. Sud Radio Vos Animaux, à l'état sauvage. Et aujourd'hui, nous sommes en ligne avec Éric Sourpe, qui est le pilote du programme Bouquetin au sein du Parc national des Pyrénées. Bonjour Éric. Oui, bonjour à tous. Éric, vous allez nous raconter comment s'est passé le retour du bouquetin ibérique, animal vraiment emblématique de votre région, au sein des Pyrénées et en particulier du Parc national. En fait, c'est d'abord un animal qui a disparu côté français
au début du siècle dernier, du fait de la chasse, pour parler clairement. Et le parc national qui a été créé en 67, dès sa création, a émis l'idée de vouloir le restaurer. Sauf que cette histoire a été assez longue. En fait, il nous a fallu près de 40 ans pour y arriver. Tout cela parce que, il y avait pas mal d'opposants en Espagne qui ne souhaitaient pas nous fournir le bouquetin ibérique qui existait encore en Espagne. Ils en avaient d'ailleurs plusieurs dizaines. Un peu une fierté nationale pour les Espagnols. Oui, alors c'était à la fois un animal très emblématique pour eux, qu'ils avaient sans doute un peu envie de garder pour eux. Il faut reconnaître que eux l'avaient sauvé et pas nous. Et aussi, ça représente une ressource financière pour les petites communes rurales d'Espagne, parce que la chasse est payante en Espagne. Et un exemple, pour une commune, ça peut représenter jusqu'à 300 000 euros par an. Vous pouvez imaginer l'enjeu qu'il y a derrière. Effectivement. Voilà. Ils ne souhaitaient pas nous donner d'animaux parce qu'ils avaient peur qu'en nous donnant des animaux, on ouvre la chasse en France et que ça fasse une concurrence à leurs revenus importants. Donc finalement, il y a eu une solution qui a été trouvée pour pouvoir convaincre les Espagnols de nous donner des bouquetins ibériques. Alors, ça nous a demandé du temps, mais l'élément déterminant, ça a été le fait qu'on demande à notre ministère environnement en France de classer le bouquetin ibérique. Alors, c'est cocasse parce que cette espèce n'existait plus depuis un siècle, mais du fait de son classement, ça voulait dire que la chasse n'était pas autorisée. Quand vous dites classer, c'est-à-dire la mettre en catégorie espèce protégée, donc non chassable. Oui, tout à fait. C'était un classement dans la liste des mammifères protégés en France. Vous avez bien raison de préciser la chose. Et donc, comme ça, on a réussi à relâcher progressivement des bouquetins ibériques sur le sol français. Oui, alors on a fait un premier lâcher dans le secret total le 10 juillet 2014, je me souviens bien de cette date. Pourquoi dans le secret? Parce qu'en fait, jusqu'au dernier moment, on avait peur que les opposants espagnols en grand nombre à ce projet interviennent jusqu'au dernier moment pour faire foirer le projet, pour parler clairement. Et ce qui est rigolo, c'est que 9 jours après, on faisait un autre lâcher devant Ségolène Royal, qui était ministre en charge de l'environnement à cette époque, et devant 4000 personnes enthousiastes au projet. Voilà. On est passé du secret au grand public et l'affaire a été lancée. Voilà. Aujourd'hui, on compte à peu près combien de bouquetins ibériques sur le territoire des Pyrénées, côté français bien sûr, Oui, alors côté français, on compte près de 420 individus, près de 260 sur le parc national des Pyrénées et environ 160 dans le parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises, qui est l'autre partenaire avec qui on travaille pour faire aboutir ce projet. À partir de quel seuil on considère que la population est à nouveau viable ? Disons qu'il faut encore attendre un peu. C'est clair que là, on a une dynamique de population très importante qui est un signe très positif. On a de nombreuses naissances, des animaux en très bonne santé. Il faut attendre encore un peu que dans chacun des parcs, on ait plusieurs centaines d'individus. Mais on n'est pas loin du but. On n'est pas loin du but, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire que lorsqu'on redonne à la nature finalement un contexte d'épanouissement favorable, la nature reprend ses droits. Oui, tout à fait. En fait, cette espèce a disparu à cause de la chasse. Et nous, on a vraiment voulu le remettre, le faire revenir dans les Pyrénées, parce que ces habitats existaient toujours. Et là, en fait, effectivement, cette espèce est en train de s'épanouir. Et l'objectif final, c'est d'espérer que cet individu revienne sur l'ensemble de la chaîne des Pyrénées. Alors, on n'y est pas encore, c'est là-dessus, mais à long terme, c'est vraiment l'objectif qu'on a. Quelle est la motivation ou quelles sont les motivations pour cette réintroduction du bouquetin ibérique au-delà de simplement de la préservation de la biodiversité qui est déjà une motivation majeure? C'est d'abord pour nous un acte de réparation d'une perte causée par l'homme, tout simplement. C'est aussi une amélioration de la biodiversité de la grande faune sauvage et remettre en place une espèce très emblématique et très majestueuse. Et c'est aussi une espèce qui a toute sa place dans la chaîne alimentaire parce qu'elle est sa présence est bénéfique pour certaines espèces. Je pense notamment
au gypaète barbu, qui est un vautour qui a une situation un peu précaire d'un point de vue conservation. Et on sait que quand il y a une population de bouquetins sur place, la préservation de gypaète est renforcée, voire sa population se développe aussi. Dites-moi, Éric, est-ce que vous pouvez rapidement nous dire quelles sont les différences entre le bouquetin des Alpes et le bouquetin ibérique ? Alors, la grosse différence, c'est surtout au niveau des cornes. C'est le bouquetin des Pyrénées a des cornes plutôt en forme de lyre. Et le bouquetin des Alpes a plutôt des cornes, enfin chez le mâle en tout cas, plutôt plus droites. Voilà. Et c'est d'ailleurs ces cornes qui peuvent faire jusqu'à près d'1 mètre quand même de longueur qui a failli causer sa disparition parce que il était chassé pour son trophée et pas vraiment pour le manger. Et enfin, une dernière question. Si on veut apercevoir des bouquetins ibériques dans votre si belle région, comment faut-il s'y prendre ? Alors, l'idéal, c'est de venir au printemps, quand il y a les premières pousses d'herbe, même en basse altitude, par exemple à Cotteret, au Pont d'Espagne. Le bouquetin, après avoir fait une cure hivernale un peu difficile d'un point de vue alimentaire, où il se nourrit plutôt de lichens et de genévriers, par exemple, là, il recherche... Il est en basse altitude, c'est accessible, et il vient manger les petites herbes qui repoussent. Après l'été, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est un animal qui aime les sommets, les crêtes. On aurait des sommets à 6000 mètres, il serait à 6000 mètres. Là, ça demande de marcher un petit peu. Mais si on va au pic du Néouviel, par exemple, en plein été, on est à peu près sûr de voir des bouquetins. Il faut attendre, je pense, encore un petit peu que la population grandisse pour le voir plus facilement. Mais le mieux, c'est de venir au printemps pour le voir. Merci beaucoup, Éric Sourpe. Je vous rappelle que vous êtes le pilote du programme Bouquetin au sein du Parc national des Pyrénées. Merci pour ce beau voyage dans la nature que vous venez de nous offrir. Allez, on se retrouve dans quelques minutes après cette petite page de pub.